De 0 à 72 biens en une année, c'est la prouesse qu'a réalisé Mathieu de Ostimo, membre de Concierge Elite. Qui suis-je? Moi, je m'appelle Martin, j'ai développé une activité de conciergerie qui s'appelle Albâtre Conciergerie dans le nord de la France. On a actuellement une trentaine de biens en gestion et on a accompagné depuis maintenant plus de 2 ans 300 personnes partout en France et en Europe à développer des activités de conciergerie rentables. Dans cette vidéo, on va te montrer exactement comment est-ce que Mathieu est passé de 0 à 72 biens en moins d'une année, la méthode exacte qu'il a utilisée pour signer ses propriétaires, tous les automatismes qu'il a mis en place dans sa conciergerie pour ne pas travailler 70 heures par semaine et surtout qu'est-ce qu'il devrait faire de zéro dans le cas où est-ce qu'il repart sur une conciergerie aujourd'hui. Ok, du coup Mathieu, est-ce que tu peux te représenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Du coup, moi c'est Mathieu, j'ai 27 ans, j'habite à Valence et j'ai ouvert ma conciergerie le 10 septembre 2024 et donc j'ai actuellement 72 biens en gestion. Et donc la première vidéo qu'on a fait ensemble, c'était il y a environ 6 mois, je ne sais plus c'est quand exactement. Donc on va dire par exemple le 1er janvier 2025, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a continué à évoluer, on a eu beaucoup de demandes de propriétaires sur la période basse où ça ne fonctionnait pas trop en longue durée. C'était une période de janvier, février où ils ne trouvaient pas de locataires longue durée, donc ils ont décidé de basculer sur de la courte durée. Ils ont fait janvier, février, mars, avril avec nous et ils ont décidé de continuer sur de la courte durée. Ok, donc tu as eu une forte croissance entre janvier et maintenant quoi en gros. C'est ça exactement. Et où est-ce que tu en es du coup maintenant en 2025? On sait que tu as un peu plus de 70 biens en gestion. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que je sais qu'il y a eu tout ce qui est laverie, tout ce qui est rachat aussi. Comment ça s'est passé tout ça? Dans l'ordre chronologique des choses, on a continué à évoluer. J'ai mon meilleur ami, donc associé, qui a démissionné de son travail, qui a rejoint Ostimo. On a ensuite décidé de racheter la laverie lorsqu'elle nous l'a proposé au mois de fin avril. Et donc maintenant, on se retrouve avec 72 biens en gestion. On a encore des logements qui vont arriver dans un domaine qui est situé à Valence avec 70 logements. On devra en récupérer encore une vingtaine sur les 70. Et donc pourquoi on est arrivé à 72 biens? On était monté à 35 logements et on a racheté une conciergerie qui est située à Romans-sur-Isère, donc à 10 minutes de Valence, et qui nous a donc donné 35 nouveaux biens. Ok. Et du coup, en plus, en parallèle, il y a eu la laverie. Est-ce que tu peux en parler rapidement? C'est ça. Donc la laverie, ça nous permet d'avoir des coûts moins importants sur la partie linge. Beaucoup plus de simplicité pour les prestataires de ménage qui peuvent venir dans la laverie, récupérer leur sac de linge et mettre le linge sale. Okay. Et donc avec Alexandre qui travaille essentiellement sur le pôle opérationnel avec les équipes de ménage et avec le linge. Maintenant du coup au niveau de ta conciergerie, où est-ce que tu es localisé exactement? Donc nous on est essentiellement sur Valence, Bourg-les-Valence, Romans-sur-Isère, donc sur un secteur de 15 km à la ronde. Et sinon on a également 2 logements à Caen. Okay. Et un logement à Cannes, au Canet, exactement. Ok. Et du coup, toi, c'est quel type de gestion que tu prends pour les biens? C'est uniquement de la gestion complète ou tu as aussi d'autres services? Non. Alors nous, du coup, pour se différencier de la concurrence, au début, quand on a essayé de se vendre en tant que conciergerie, ça bloquait pas mal. Donc on a essayé de se vendre comme une société d'optimisation financière. Donc vraiment pour faire du chiffre et du volume sur les logements. Et c'est ce qui a marché. Donc les propriétaires nous contactaient, ils étaient intéressés. Et moi, j'avais vendu le truc en disant que, en tant qu'ancien responsable de l'hôtel Mercure, j'avais une certaine clientèle qui cherchait des logements dans la ville. Et donc, c'est vrai que ça a pas mal aidé. Les propriétaires nous appelaient, nous demandaient qu'est-ce que c'était une société d'optimisation financière. Et donc, ça permettait de créer le premier contact et derrière, en fait, d'aller jusqu'à la signature du contrat avec eux. Ok, ouais. Donc, si je comprends bien, par exemple, moi, demain, je suis propriétaire, je veux confier mes clés à Ostimo. Je sais que la plupart des conciergeries ne maîtrisent pas trop tout ce qui est stratégie de prix. Eux, ils sont plutôt bons dans la gestion du ménage, du linge et autres. Donc toi, en fait, je sais que si je travaille avec toi, je vais pouvoir profiter de tes compétences pour générer plus d'argent, c'est ça? C'est ça, exactement. Nous, l'objectif, c'était vraiment montrer aux propriétaires que là, à l'heure actuelle, il gagne 1 300 € avec son logement. Et bien avec nous, il va gagner 1 800, il va nous donner 20%. Mais du coup, il aura quand même gagné 200 ou 250 € de plus par mois avec nous. Ouais, c'est clair. Mais je tiens quand même à le préciser parce que c'est pas uniquement que de la partie optimisation. Pour qu'un bien soit optimisé, il faut qu'il soit bien référencé. Pour que le bien soit bien référencé, il faut qu'il ait des bons commentaires. Donc, le bien soit bien géré au niveau de la communication, du ménage et du linge. Et pour avoir vu tes biens tout à l'heure sur Airbnb, on est sur des biens qui ont plus de 4,85 sur 5 sur Airbnb. Donc, les commentaires sont très bons. Les propriétaires sont super hautes. Donc, forcément, l'optimisation des prix, c'est une chose, mais c'est aussi une conséquence derrière d'une bonne gestion complète. Donc, il ne faut pas justement oublier cette partie entrée, sortie, ménage, linge qui est quand même assez importante. Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu te rémunères sur les biens? Qu'est-ce que tu fais comme business model? Donc nous, on a le côté, donc les 20% sur les recettes locatives du propriétaire et de l'autre côté, on a la partie forfait ménage-linge. Donc avec les nouveaux logements qu'on a récupérés, on récupère un petit peu de bénéfices sur le côté linge qui nous coûte maintenant beaucoup moins cher.
Et sur la partie ménage, on reverse 98% au prestataire de ménage. Ok, ouais, donc au final, la prestataire ménage se retrouve à être bien payée parce qu'on est quand même sur du 25 € de l'heure quasiment. Et toi, derrière, ta commission, en fait, ta marge, tu la prends sur les 20% pour la gestion, quoi, c'est ça? C'est ça, exactement. Et du coup, avec le système que tu as actuellement, dont on va voir justement un peu après tous les tenants et les aboutissants, tu penses que tu pourrais gérer combien de biens? Avec tout automatisé, on peut gérer jusqu'à 200 logements sans problème. Le seul souci qui pourrait se poser, et on se pose la question à l'heure actuelle, c'est l'espace de stockage pour le linge. Je sais qu'on peut encore doubler, ça il n'y a pas de problème, donc on pourrait monter à 150 logements. Après au niveau du stockage, il faudrait voir pour récupérer un local qui est juste à côté dans la rue pour avoir un peu plus de place. Ouais, c'est ça. Ou alors j'imagine aussi, au vu de la laverie, peut-être aménager pour faire en sorte qu'elle soit uniquement que pour la conciergerie, quoi. C'est ça, mais du coup, on serait sur une laverie qui ne génère pas de chiffres à côté. Ah, bien sûr. Donc Ouais. pas intéressant. Ouais, ce serait moins intéressant au final derrière. Et du coup, tu fais uniquement que de la conciergerie ou tu as aussi de la sous-location et autres? Donc on a tous les logements qui sont en conciergerie et 4 qui sont en sous-location, Ok. donc dans le même bâtiment. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de la sous-location par rapport à la conciergerie? Alors pour moi, de mon point de vue, la sous-location reste beaucoup plus intéressante que la conciergerie. Un bien en sous-location va nous rapporter une marge de 800-900 €, alors qu'un bien en conciergerie va nous rapporter une marge d'entre 200 et 300 €. Donc c'est plus intéressant par rapport au temps de travail qui va être identique pour la sous-location et pour la conciergerie. Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que la sous-location, c'est une bonne évolution pour la conciergerie parce qu'au moins, on apprend à maîtriser correctement l'appartement. Et après, une fois qu'on commence à avoir de l'argent et qu'on a un bon feedback sur qu'est-ce que génère tel bien sur tel secteur, la sous-location, c'est un bon business model, quoi. Et donc là, concrètement, pour gérer 72 biens, c'est quoi ton système? Donc comme j'avais expliqué, on a Alexandre qui est concentré essentiellement sur la partie opérationnelle, donc avec la gestion des équipes de ménage, la gestion du linge, qui est une des plus grosses parties du boulot. De mon côté, je m'occupe de la mise en place des nouveaux logements, du contact avec les propriétaires. Et pour ce qui est des nouvelles réservations et de la partie comptabilité, donc c'est essentiellement moi. Et une semaine sur deux, Alexandre répond aux clients. Ok, ouais. Donc au final, vous pilotez à deux la conciergerie. Toi, c'est la partie plutôt en distanciel. Alexandre, lui, c'est la partie opération. C'est ça. Donc il va s'occuper il va s'occuper des aides ménagères sur place. Et après, tout ce qui est au final entrée, sortie, ménage, linge, surtout entrée, sortie, ménage, c'est géré par les personnes qui travaillent pour toi sur le ménage. C'est ça, exactement. Ok. Et du coup, actuellement, c'est quoi ton système? C'est des personnes qui sont en auto-entreprise? Oui, on travaille essentiellement avec des personnes qui sont en auto-entreprise. Ok. Et du coup, comment ça se passe pour dispatcher les prestations de ménage? Donc on fait par rapport aux zones géographiques. Donc par exemple, imaginons aujourd'hui on est dimanche, on a une trentaine de logements à faire. On va distribuer donc avec aussi prestataires 5 ménages chacun. Nous, notre objectif, c'est pas de donner plus de 5 ménages parce que sinon le travail est bâclé. Ouais. Et donc après, on fait par zone. Donc pour qu'elles aient les 5 logements dans un rayon d'1 kilomètre et qu'elles n'aient pas besoin de se balader sur 10 km en voiture. Ok, ouais. Donc en fait, c'est Alexandre qui voit les prestations, par exemple aujourd'hui, pour demain. Il va dire, ok, demain il y a 20 prestations, il y en a 5 qui sont situées là, 5 là, 5 là, 5 là. Donc toi, aide ménagère numéro 1, tu vas là-bas, numéro 2, tu vas là-bas, numéro 3, tu vas là-bas, numéro 4, tu vas là-bas. C'est à peu près ça. Ouais. C'est ça, ok. Et du coup, ce que les aides ménagères font, c'est que le matin, elles récupèrent le linge propre, elles font les prestations et le soir, une fois que c'est fini, elles déposent tout au local. C'est ça. Ça dépend des prestataires, mais la plupart du temps, elles récupèrent le linge propre, elles reposent le linge sale. Certaines, ça les dérange pas d'avoir le linge sale dans leur voiture et du coup, elles le reposent le lendemain quand elles récupèrent le propre. Ok. En soi, nous, ça nous change pas grand-chose vu que le linge est géré le lendemain matin à partir de 9h. Ok. Et du coup, concrètement, une aide ménagère, elle fait combien de prestations en moyenne par jour? Elle fait une moyenne, ça dépend des jours de semaine. Sur les grosses journées, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, elles font des journées à 5 ménages. Ok. Et sur le lundi, on commence à monter, c'est à peu près pareil. Et mardi, mercredi, on est plus sur du 1 ou 2 ménages. Ok, ouais, donc 5 ménages, au final, à chaque fois, c'est quoi en moyenne une prestation? Ça dépend des logements, mais bon, on est sur une moyenne de 25 €. Ok, ouais, donc au final, c'est des journées quand même qui sont entre 100 et 125 €, quoi. Oui. C'est intéressant pour. Sachant qu'au final, c'est entre 10h et 16h quasiment. C'est ça. Donc Ok. elle commence à 9h30, elle récupère les sacs de linge. Sachant qu'on a toujours un client qui part un peu plus tôt et qui nous envoie un message pour nous dire qu'il est déjà parti. Ouais. Et elles finissent leur journée vers 16h, donc c'est pas non plus un travail qui est. Ça reste le cœur du métier de la conciergerie, et ça je le redirai. Mais c'est pas un métier qui est non plus ingrat au niveau de la rémunération. Ouais, bien sûr. Sachant qu'au final, les prestataires, elles sont seules dans les appartements, donc elles n'ont pas trop de pression à dire il faut que tu fasses ça. C'est Il n'y a ça. personne derrière, juste le ménage est bien fait, les clés sont remises dans la boîte à clés, et si tout se passe bien, après, il n'y a aucun souci, quoi. Exactement. Elles font leurs photos et c'est fini. D'ailleurs, les process, c'est ultra important quand tu développes une conciergerie parce qu'il y a énormément de personnes qui rentrent 1, 2, 3, 5 biens et après, ils font absolument tout eux-mêmes et ils se retrouvent complètement la tête sous l'eau.
C'est pour ça que quand on développe une activité comme la conciergerie, si on veut avoir des revenus confortables, il faut nécessairement derrière avoir des process pour automatiser la gestion des biens qu'on possède. Et donc si toi aussi tu es intéressé pour développer une conciergerie, sache que dans l'accompagnement Concierge Elite, on peut te partager tous les processus que nous, on utilise pour pouvoir gérer beaucoup de biens en y consacrant le moins de temps possible. À titre d'info, nous actuellement on a une trentaine de biens en gestion sur Dieppe, on y consacre vraiment moins d'une heure de gestion par jour. Et si tu es intéressé pour ces process, je t'invite directement à aller voir en description, il y aura un lien où on t'explique absolument tout. Et donc du coup toi par rapport au ménage, comment tu fais pour contrôler la qualité des services? Du coup, nous, ce qui se passe, c'est qu'Alexandre, sur ses journées de travail, il va partir directement en fait à la fin de s'être occupé du linge, faire des contrôles aléatoires. Donc sur par exemple une journée de 30 ménages comme aujourd'hui, il va partir voir 4-5 logements aléatoires, un par prestataire, pour voir si ça a été bien fait. Ça reste de l'aléatoire, mais on a quand même une confiance aveugle envers nos prestataires, sinon on ne travaillerait pas avec eux. Et donc on commence à travailler avec une nouvelle société de ménage qui va, elle, s'occuper du côté gouvernance et donc d'aller faire les contrôles des ménages. Ok, ouais, donc en fait cette boîte de ménage fera en même temps la gestion du ménage et en même temps la gouvernance. C'est ça, exactement. Donc il va avoir ses équipes qui vont aller faire les ménages et lui, à partir de 14h, qui ira faire le contrôle de tous les logements. Et donc après, j'imagine qu'il y a aussi les commentaires sur Airbnb. Dès que tu vois qu'il y a un commentaire de merde sur le ménage, tu sais qu'il faut… C'est ça, exactement. Donc nous, on est très regardant par rapport à ça, par rapport aux notes, sachant que maintenant Airbnb a changé la notation. Et donc la notation des ménages à un 4, c'est excellent. Donc c'est un petit peu bizarre au niveau de la notation, mais c'est vrai que si par exemple on a un mauvais retour d'un prestataire et que dans la même journée on a un autre mauvais retour, on va contacter la prestataire et on va voir qu'est-ce qui s'est passé sur sa journée, pourquoi elle a eu plusieurs mauvaises notes. Ce qui, encore une fois, pour l'instant n'arrive pas, vu qu'on a quand même tous nos logements qui tournent entre 4,85 et 4,95 de notes sur à peu près tous 60 commentaires, 70 commentaires, donc ce qui est énorme. Ouais, c'est clair. Et donc du coup maintenant au niveau de l'acquisition client, si on reprend un petit peu tout le parcours que toi tu as eu dans le développement de ta conciergerie, comment tu fais concrètement pour trouver des clients? Alors au tout début, donc on faisait du démarchage massif, donc je faisais de l'abattage. Clairement, j'envoyais beaucoup de messages sur Airbnb, beaucoup de messages sur Le Bon Coin. J'essayais de trouver toutes les techniques possibles sur LinkedIn aussi. Ensuite, j'ai commencé à avoir mes premiers clients, mes premiers propriétaires. On s'est un petit peu calmé sur l'abattage parce que mon premier compte Airbnb a sauté. Ok. Pourquoi? Parce que tu envoyé trop de messages? Oui. Donc je me retrouve à avoir un deuxième compte et je ne peux pas prendre le risque de le faire sauter aussi. On s'est calmé sur ça. J'ai trouvé un système après avec des amis à moi que je commissionne. Et donc, par exemple, ils ont tous une zone géographique où ils doivent envoyer des messages à chaque fois qu'il y a des nouveaux logements et ils sont rémunérés en tant qu'apporteurs d'affaires. Donc, s'ils me trouvent un bien et que je le rends en conciergerie et que la période d'essai est validée avec le propriétaire, ils touchent 200 à 400 € suivant la taille du bien. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça. Petit à petit, en fait, à force de faire des vidéos sur Instagram, des jeux concours, ça a commencé à faire de la visibilité sur ma page Instagram et j'ai eu beaucoup de propriétaires qui m'ont contacté sur les réseaux. Et après, il y a eu beaucoup de bouche à oreille où les propriétaires discutaient entre eux. Voilà, je travaille avec une conciergerie qui s'appelle Ostimo, ça se passe très bien, ils nous remplissent nos logements et on a des bonnes notes. Et du coup, j'ai des propriétaires qui m'ont appelé comme ça. Donc ça a été essentiellement sur le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Donc au final, tu as commencé à prospecter, tu as rentré des clients. Les clients en général, ils se connaissent tous parce qu'un investisseur en connaît un autre. C'est ça. Et après, une fois que tu as eu les bons commentaires et autres, c'est comme ça que tu as réussi à rentrer des biens. Exactement. Et du coup, entre le moment où on s'est vu la première fois, disons que tu avais une vingtaine de biens et maintenant, qu'est-ce qui a changé littéralement en termes d'état d'esprit? Déjà, on est beaucoup plus tranquille mentalement, on a moins de stress. Il y a Alexandre qui a pu démissionner de son travail et être à temps plein dans la société. Donc on est deux. Donc à partir du moment où on est deux, ça soulage énormément. Dès qu'il y en a un qui est un petit peu en stress, il y a l'autre pour le rassurer. Donc on est beaucoup plus à l'aise. Après, il y a automatiquement plus de travail, mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est soit tu décides de travailler énormément et d'avoir une plus grosse rémunération, soit tu décides de déléguer et d'avoir plus de temps pour toi, mais un petit peu moins d'argent. Nous, de notre côté à nous, on est tous les deux dans le même système, c'est qu'on préfère déléguer et avoir plus de temps. Parce que le temps, ça se récupère pas. Un jour, ça sera trop tard. Et donc, on préfère avoir petit à petit, en fait, continuer à se concentrer essentiellement sur la partie commerciale, récupérer des nouveaux biens. Et petit à petit, à chaque fois qu'on récupère des nouveaux biens, on peut s'augmenter nos payes. Bien sûr, ouais. Donc, au final, tu te libères du temps pour utiliser ce temps déjà pour profiter de tes enfants et autres. C'est ça. Et en même temps, tu gères tout à distance. Donc, c'est quand même plus sympa de gérer sa conciergerie de chez toi que de faire le ménage, etc. tous les jours. Et en plus, ce temps-là, tu te mets à profit pour trouver de nouveaux clients, donc de nouveaux contrats, de nouvelles rémunérations, tu augmentes ta boîte, c'est comme ça que tu génères plus. Exactement. Est-ce que dès le moment où tu as commencé, il y a eu des moments difficiles? Alors, par rapport à ça, je ne suis pas à plaindre. J'ai commencé la formation fin juillet.
J'ai fait un mois de formation où j'étais encore à l'hôtel Mercure et où je commençais à réfléchir à arrêter. J'ai eu la chance d'avoir mes premiers biens qui sont tombés très rapidement, après à peine une vingtaine de messages envoyés. J'ai un propriétaire qui m'a fait confiance sur 2 logements tout neufs qui venaient juste de sortir de terre. Dans la foulée, j'ai encore 2-3 propriétaires qui m'ont fait confiance sur le mois de septembre. Et donc après à peine un mois, j'étais déjà à presque une dizaine de biens. Donc ça a monté très rapidement. J'ai pas eu le temps d'avoir ce moment de cogite. Et Okay. donc, mais je pense que même si ça serait arrivé, dans tous les cas, j'aurais continué et je me serais pas arrêté là. Après, il y a rien sans rien parce que tu as eu beaucoup de messages, tu as eu beaucoup de clients assez rapidement. Par contre, tu as aussi abattu, tu as fait beaucoup de prospection et donc tu as eu les résultats que tu as mérités au final. C'est ça, c'est que j'avais quand même mes journées à Mercure à faire des 7h, 18h ou des 7h, 20h. Mais dès que je rentrais à la maison, je me concentrais essentiellement sur la partie conciergerie pour en fait débloquer ça et pouvoir partir de Mercure et pouvoir me concentrer à 100% sur ma société. Donc c'était pour moi quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que tu as développé ta propre activité. Ça t'a permis aussi, j'imagine, de quitter un travail qui peut-être était cool, mais enfin peut-être pas cool, mais avec des responsabilités, mais où tu as quand même beaucoup de temps parce que 7h, 18h, c'est quand même 11 heures par jour presque. Ouais. Et avec des responsabilités aussi. C'est pas ton propre business. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as ta conciergerie? Sans parler de l'aspect financier, où automatiquement j'ai une meilleure rémunération que lorsque j'étais dans le monde du salariat. Mais c'est vraiment surtout sur l'aspect temps libre et organisation des journées. Où le matin, je me lève, mon fils par exemple, il va être malade, il peut pas aller à l'école, je peux m'occuper de mon fils, j'ai pas besoin d'appeler un patron pour lui dire voilà, je peux pas venir aujourd'hui, devoir poser un arrêt maladie. Non, je me lève et y a pas de souci, je peux m'occuper de mon fils toute la journée. Et le soir, rentrer à la maison, en fait, j'y suis déjà. Ouais. Donc non, c'est plutôt cool de pouvoir travailler à distance et de travailler comme on le souhaite. Si j'ai envie par exemple toute la journée de profiter, d'aller à la piscine, là on est sur la période estivale donc il fait chaud. La journée j'ai pas envie de travailler parce qu'il fait chaud, j'ai envie de me baigner, de profiter de mes enfants. Le soir à la fraîche à 22h, je peux me connecter sur mon ordinateur et travailler pendant 2 heures jusqu'à minuit. Ouais, c'est clair. Et je fais comme je veux. Ouais, c'est clair. Donc au final ça a changé vraiment sur l'aspect plutôt liberté, quoi, l'indépendance, le fait de pouvoir profiter de tes enfants, de ta famille et de ton foyer, etc. C'est ça. Du coup, tu étais rentré dans le programme, c'était quand? C'était en juillet, si je ne me trompe pas? C'est ça, fin juillet. Ok, donc tu as récupéré tes premiers logements en septembre. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, Concierge Elite? Ça m'a permis de m'aider beaucoup sur la partie optimisation et la partie automatisation. Donc à la base, la conciergerie, c'est un business que je ne connaissais pas du tout. Je savais que je partais avec un bagage parce que en tant que responsable hôtel, j'avais quand même certaines compétences sur la gestion des équipes de ménage, sur la gestion des prix, mais ça restait quand même assez vague et différent de l'hôtellerie. Et donc vous m'avez permis en fait de me libérer totalement en fait de l'hôtellerie et de partir et de monter ma boîte sans stress. Ouais, donc c'est cool ça. Ouais. Et pour une personne du coup qui débute dans la conciergerie, tu lui donnerais quoi en conseil? Dans un premier temps, ne jamais rien lâcher parce qu'il y a des personnes pour qui ça va prendre 2 semaines. Il y a des personnes pour qui ça va prendre 1 mois et j'ai la chance d'en faire partie. Il y a des personnes pour qui ça prendra 1 an, mais à partir du moment où on s'en donne les moyens, il n'y a personne qui ne peut ne pas y arriver. Pour moi, c'est pas possible. À partir du moment où on se donne à fond dans quelque chose, ça portera toujours ses fruits à un moment donné. Ouais, bien sûr, ouais, ça va forcément payer. Ouais. Et il n'y a que le travail au final qui fait que ça payera. C'est vraiment qu'une question de maths, quoi. Plus on donne, plus on va recevoir. Et du coup, toi, sur l'aspect conciergerie, donc si par exemple on prend le Mathieu de maintenant, et que tu le remets il y a 1 an, si tu dois redévelopper une conciergerie de zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment? La question c'est est-ce que je ferais quelque chose différemment? Ouais, c'est ça. Non, pour moi je pense qu'on a trouvé le bon modèle. Après je me répète encore une fois, mais j'avais pas le luxe de pouvoir tout automatiser dès le début parce qu'il me fallait quand même une certaine source de revenus pour subvenir aux besoins de mon foyer, donc avec 2 enfants et ma femme. Si j'avais ce luxe-là, j'aurais automatisé directement dès le début, quitte à ne pas avoir de rémunération, mais que mon business soit totalement automatisé et pouvoir me concentrer vraiment sur des tâches qui sont plus que nécessaires. Et c'est ce que je peux faire maintenant, par exemple, m'occuper que de la mise en place de nouveaux logements. Donc, qui dit nouveau logement dit rémunération plus importante, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pas du boulot qui est bien compliqué, quoi. Ouais, c'est clair, c'est trouver des clients, mettre en place les biens, c'est pas la tâche ingrate, quoi. C'est ça. Et du coup, s'il y a un propriétaire qui nous écoute, qui serait intéressé pour confier ton bien, t'opères sur quel secteur? Donc là, à l'heure actuelle, nous, on est essentiellement sur Valence, mais après sur la partie optimisation tarifaire et donc
gestion du bien à distance, on a la possibilité de le faire sur toute la France. Ok. Donc on a, comme je l'avais expliqué au début de la vidéo, on a déjà plusieurs biens à Caen et un bien au Canet, mais on a la possibilité de gérer les logements à distance. Ok. Et donc concrètement, par exemple, moi je suis propriétaire d'un bien à Caen. Quel type de propriétaire peut être intéressé pour travailler avec toi? Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Nous, ça va vraiment être de l'optimisation financière. Donc comme je l'expliquais, c'est que le propriétaire qui va gagner actuellement 1 200 €, nous, on va lui permettre avec nos techniques de référencement, nos techniques de mise en place des logements et nos techniques tarifaires de gagner à peu près 30-40% de plus sur son bien. Ouais, bien sûr, ouais, parce qu'au final sur Airbnb, c'est avant tout une question de référencement, d'algorithme, de gestion. C'est ça. Deux biens qui sont similaires, qui sont situés au même endroit, qui ont la même typologie, même surface, peuvent avoir des revenus qui sont complètement différents. Donc toi, en fait, ce que tu apportes, c'est un propriétaire, il possède un bien, tu optimises ce bien, il va générer 40% de plus, tu prends 20%, et du coup, lui, il se retrouve à travailler moins et à gagner plus. Exactement. Parce que mine de rien, ça reste en fait un boulot. J'ai beaucoup de propriétaires qui me disent bon, je me sens capable de gérer mon bien seul, sauf que ça reste un vrai boulot. C'est pas juste voilà, je mets mon logement en location, je mets tout le temps les mêmes prix et c'est pas ça. Et voilà, j'ai mes 1 200 € qui tombent à la fin du mois. La conciergerie, nous, on fait quelque chose. Et il y a beaucoup de conciergeries qui travaillent comme nous, hein, de toute façon. Mais on fait vraiment un gros boulot sur le fait de lui faire gagner 300-400 € de plus. Puis il va avoir les bonnes notes derrière. Il y a toutes les techniques qui vont avec. Ouais, c'est clair. En fait, c'est exactement ce que permet entre guillemets la conciergerie 2.0, parce que tu es sur un modèle où toi, tu automatises, donc au final, tu travailles moins. Par contre, ce qui compte et pourquoi est-ce que le propriétaire te paye, c'est pas pour le temps de travail que tu vas y consacrer, mais c'est pour la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, un propriétaire qui met son bien sur Airbnb ou qui va le confier à une conciergerie qui n'a pas de compétences comme toi, tu peux avoir, du fait que tu t'es formé, mais surtout du fait que tu as cet état d'esprit entreprenant plus l'hôtellerie qui fait que tu sais gérer correctement, efficacement un bien, demain, tu possèdes un bien, tu veux le rentabiliser, tu as un crédit, donc il faut savoir rentrer beaucoup de biens pour avoir un business qui tourne, donc avoir les bons process pour automatiser, mais surtout avoir les bonnes stratégies, les bonnes équipes pour que le bien soit bien référencé, pour qu'il génère plus. Et c'est tout là en fait l'enjeu au final. C'est ça. Ouais. Écoute, merci beaucoup Mathieu pour ton témoignage, pour avoir retracé ton parcours. Donc si toi aussi tu es intéressé pour développer une conciergerie et du coup forcément apporter beaucoup de valeur à des propriétaires qui n'ont soit pas le temps ou pas les compétences ou pas les connaissances pour gérer leurs biens, et que tu aimerais avoir une activité où tu peux démarrer sans forcément besoin d'avoir acheté ou investir des sommes monstrueuses pour développer une activité, sache que c'est possible grâce à la conciergerie Airbnb. Et nous, avec Concierge Elite, on incube, on accompagne et on collabore même parfois avec des conciergeries partout en France pour les aider à développer leur activité. Donc si toi aussi tu es intéressé pour développer ce business, sache qu'il y a un lien en description. Tu pourras prendre un appel qui est complètement offert avec un membre de mon équipe. Il va t'expliquer exactement ce que ta conciergerie peut générer sur ton secteur. Et tu pourras aussi, si tu souhaites, travailler avec nous pour développer ton business. Merci beaucoup Mathieu, c'était un plaisir d'échanger avec toi. J'espère qu'on le refera quand tu seras à 200 biens. J'espère aussi. Très cool. Et du coup, on se dit à la prochaine. C'était Martin de Concierge Elite. Ciao. Et Mathieu de Ostimo.